Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, les pires amis avec Sergueï Girnov. C'est l'histoire vraie d'une lutte fratricide au sein de l'appareil d'État russe. Sabre contre goupillon. Poutine contre Kirill. Ses pires amis se détestent. Depuis l'invasion de l'Ukraine, jamais la guerre entre le Kremlin et le patriarcat de Moscou n'a été aussi violente. Pour l'argent, l'influence et le pouvoir absolu. Lequel des deux gagnera cette lutte à mort? Bonjour Sergueï. Bonjour Marc. Sergueï Girnov, donc vous êtes un habitué de nos émissions de Radio RCJ. Je rappelle que vous êtes expert en analyse internationale, énarque, et aussi ancien officier du KGB pendant, je crois, 30 ans ou quelque chose comme ça. J'en conviens, non, pas 30 ans, il y a 30 ans. En Voilà. fait, mon service était 8 ans, mais il y a plus de 30 ans, ouais. Voilà. Et je précise que vous ne l'êtes plus et vous donc éclairé de vos lumières sur la Russie et sur les relations internationales, diverses télévisions, radios, médias, etc. Et vous faites paraître ce livre qui est un roman, Les pires amis. Et sur la couverture, on voit donc Kirill. Oui. Vous nous direz qui est le chef de l'épiscopat russe et Vladimir Poutine. Donc, vous annoncez la couleur, les pires amis, Sergueï Girnov. Alors d'abord, une question que tout le monde doit vous poser, mais je ne peux pas ne pas vous la poser. Pourquoi avoir écrit un roman plutôt qu'un livre comme vous le faites d'habitude? Vous avez écrit un livre qui s'appelle L'Éclaireur, qui était plus sur votre parcours, sur votre jeunesse, etc. Puis d'autres livres qui étaient plus aussi des analyses internationales, etc. Là, c'est un roman, mais c'est un roman vrai. C'est ça? Oui, parce qu'en fait, ça donne la liberté d'expression. Il y a autre chose aussi. J'ironise un tout petit peu sur la 4e de couverture parce que j'avais écrit un essai documentaire, vous m'auriez pas cru. Ouais. Et donc, bien évidemment, c'est un roman qui est fondé sur les personnages qui sont vrais, qui sont réels. Il y a beaucoup de choses qui sont réelles, mais en même temps, vous savez, quand vous écrivez un essai, vous devez avoir la documentation, vous devez être blindé, vous devez citer les sources, vous devez tout un tas de choses. Et en fait, au Kremlin d'abord et dans le patriarcat de Moscou, il y a beaucoup de choses qui circulent, mais vous avez jamais la preuve. Donc, un essai comme ça, j'aurais jamais pu le sortir sans craindre aussi les poursuites peut-être judiciaires, les procès, etc., etc. Ou alors les gens qui vous accusent de dire « Ah, Girnov dit des choses, mais il ne peut pas le prouver, etc. » C'est ça. Donc là, au moins, vous êtes dans le roman. Je suis dans le roman, donc j'ai mis, vous avez vu, en petits caractères. Donc si jamais vous reconnaissez quelques personnages dans ce livre, en fait, c'est une coïncidence. Justement, cette petite annonce au début, tout personnage, je sais plus comment vous mettez. Oui. Si vous reconnaissez des personnages, c'est purement coïncidence. En fait, Sergueï, à chaque fois que ça foisonne de personnages. Mhm. À chaque fois que je suis tombé sur un personnage,
j'ai regardé sur Internet, sur Ouais. Wikipédia et tout ça, et tout ce que vous dites de tous les personnages est absolument vrai. Donc, alors c'est pour s'amuser ou quoi? Parce que C'est tout pour est. s'amuser, c'est Ouais, pour m'amuser, voilà. Ah, effectivement. voilà, Parce qu'en fait, d'accord. j'ai pris les vrais personnages, mais je les ai placés comme je voulais, en fait. Et Ouais, après, je leur fais jouer aussi le rôle que j'ai imaginé comme romancier. En gros, en fait, je ne peux pas dire que j'ai fait du plagiat, mais si vous prenez les romans historiques de Dumas, en fait, il a fait exactement la même chose dans Les Trois Mousquetaires. En fait, c'est exactement ça. Le principe est le même. Vous prenez le vrai roi, vous prenez le vrai cardinal Mazarin ou autre, ou Richelieu, et puis vous rajoutez aussi des personnages qui sont créés. Ça crée un truc qui est amusant, mais en même temps historique. Ça fait progresser les gens, ça les incite peut-être aussi à aller lire un peu plus sur les vrais personnages qui ressemblent aux vrais personnages. Donc voilà, c'est ouais. amusant et j'ai constaté, vous savez, Les Trois Mousquetaires, c'est mon livre préféré de la jeunesse. Je le Ouais. connaissais quasiment par cœur. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai progressé en français, parce qu'à un moment donné, quand on m'a donné à apprendre le français à l'âge de 18 ans, donc en fait j'ai fait d'abord une année d'études pour avoir la base, et puis après je me suis acheté Les Trois Mousquetaires en français, que je connaissais quasiment par cœur en russe. Donc j'avais pas besoin de regarder mot par mot dans le dictionnaire. Ouais. Et je l'ai lu en été 2 fois et ça m'a fait progresser. En fait, quand je suis revenu pour la deuxième année d'études, mes profs m'ont posé la question, vous avez fait un voyage? Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Bah, On a c'était un l'impression. voyage d'une certaine façon. Bah, j'ai fait un voyage imaginaire, en fait, Ouais. un voyage virtuel. Donc voilà. Et finalement, c'est ça. En fait, c'est le genre qui me plaît. C'est un genre qui me plaît parce que en même temps, ça plante en fait l'action dans la vraie Russie, parmi les vraies personnes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux vrais personnages qui existent. Et en même temps, vous pouvez en fait, si vous proclamez que c'est une fiction, je peux grossir les traits. Oui. En fait, et donc je peux appuyer là où l'actualité peut-être ne me donne pas le droit d'appuyer parce que c'est les signaux faibles. Et donc, en fait, moi, j'ai la possibilité de les grossir, d'appuyer, de les grandir, de les faire grandir, et du coup, d'anticiper un tout petit peu sur ce qui peut-être va se passer ou pas. Mais voilà, donc En tout cas, c'est très réussi parce que on est au cœur, on a l'impression d'être au cœur de cette action, de ces hautes sphères à la fois politiques et religieuses en Russie dont on entend parler. Et je dois dire que c'est un voyage absolument effrayant qu'on fait avec vous dans ces hautes sphères-là. j'espère, parce qu'en réalité, ça, c'est la réalité. Le Kremlin et l'Église orthodoxe, c'est deux endroits effrayants. Ouais. Alors Sur c'est un angle qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne voit pas peut-être très fréquemment lorsqu'on écoute l'actualité. On a l'impression décrivez-nous d'abord Poutine, on connaît, on va pas Hmm, passer des heures à décrire Poutine. ouais, Par contre, Kirill, hmm. alors, qui est, cet homme qui apparaît comme l'ami, le fer de lance religieux d'une certaine façon, de Poutine puisqu'il a justifié l'intervention en Ukraine, enfin c'est un i et qui est cet homme exactement? C'est un personnage fascinant et je dirais que c'est un peu dommage en fait qu'il soit pas plus connu que ça du grand public. Et c'est ça aussi peut-être qui m'a motivé en fait à écrire ce livre, parce que moi je m'intéresse à l'Église orthodoxe depuis longtemps, à l'histoire des églises en fait dans le monde entier en général. Et je trouve que Kirill, c'est un personnage fascinant parce que d'abord c'est un personnage effrayant mais brillant. Contrairement à Poutine d'ailleurs, parce que Poutine, en fait, je les compare. Ouais. Vous avez dit Poutine, on le connaît, mais en réalité, à chaque fois, on constate qu'on connaît assez mal Poutine. Mais si vous voulez, la différence entre les deux, d'abord, il y a une légère différence d'âge. Il y a 6 ans de différence. Kirill est aîné de Poutine de 6 ans. Donc, mais c'est quand même la génération. On est presque dans le changement de génération. Parce que Kirill est né en 46, donc tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale.
Poutine, c'est les années 50, donc c'est juste avant la mort de Staline, mais c'est déjà Khrouchtchev, c'est déjà une époque qui est complètement différente. Kirill, c'est un brillant. Poutine, c'est un médiocre. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me reproche toujours. On me dit tu le détestes, donc tu le rabaisses. Non, je le rabaisse pas. En fait, je suis assez fidèle aux faits. Poutine est un médiocre. Poutine est un médiocre parce que à la sortie de l'école, il avait par exemple, sur tout ce qui est vraie science, sciences exactes, la physique, la chimie, les mathématiques, il avait même pas la moyenne. C'est le judo qui l'a sauvé. Voilà, c'est le judo qui l'a sauvé. Judo plus le rapport avec le KGB, parce qu'à mon avis, le KGB était pas très loin, parce que en fait, si vous voulez, chez nous, en Union soviétique, on passait les examens d'entrée dans l'université. Il y a un concours d'entrée. On peut pas. C'est pas comme en France. En France, vous vous inscrivez dans une université. Dans les universités soviétiques et russes, il y a le concours d'entrée. Vous passez 4 examens. Et Poutine, avec son baccalauréat, n'aurait jamais pu passer ces examens. Ça, c'est clair et certain. Parce que pour entrer surtout dans la fac de droit de l'université de Leningrad, non, c'est pas possible. Kirill, si. C'est un mec brillant. C'est un élève brillant. Il est né Alors, c'est quoi son parcours? Parce qu'on assiste finalement à une montée au pouvoir parallèle dans votre livre des deux individus qui se connaissent, on va revenir dessus. Donc, Poutine d'un côté qui monte au KGB jusqu'au à devenir le président de la Russie, et puis Kirill qui monte les étapes aussi jusqu'à diriger l'Église orthodoxe, qui est aussi une force extrêmement puissante. Oui. Comment il fait, Kirill? Kirill dévance Poutine au début de sa carrière. Parce que Poutine, il végète, en fait, il fait rien du tout, il rate sa carrière d'espion, c'est ce que j'ai raconté déjà à plusieurs reprises. Kirill est né dans une famille qui est déjà une famille de religieux. Son grand-père était un prêtre, qui était persécuté par Staline, donc il a passé dans le goulag, etc. Son père a travaillé d'abord dans une usine et puis après il s'est fait nommer prêtre. Donc les prêtres orthodoxes, j'explique aussi, à la différence de catholicisme, vous avez ce qu'on appelle les prêtres blancs et les prêtres noirs. Et donc les prêtres blancs, c'est les personnes, c'est les prêtres de paroisse qui non seulement peuvent se marier, mais doivent se marier. Donc, ils se marient, ils ont des familles, et donc c'est le batushka, le petit pop de la paroisse. Et à côté de lui, il y a toujours une matouchka, là, son épouse qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de l'école de dimanche, etc. Et ils ont des enfants, et donc Kirill est né dans une famille comme ça. Et donc, à partir de très jeune âge, il est dans l'église, dans la paroisse de son père. Il est très mal vu déjà par le régime parce qu'il ne veut pas rentrer dans les organisations idéologiques communistes, donc il ne veut pas être pionnier, il ne veut pas être comme Somol, vous savez, toutes ces étapes quasiment obligatoires, et donc il résiste. Comme c'est un bon élève, donc on le tolère jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, on dit oui, peut-être, c'est un truc d'ado, il se fait intéressant, etc. Et à un moment donné, on ne peut plus tolérer cette révolte anti-régime soviétique. Et donc, du coup, il est obligé de quitter l'école. Pourtant, c'est un élève brillant, hein, vraiment brillant. Il a 20 sur 20 dans toutes les matières, contrairement à Poutine. Et donc, il part à 15 ans de l'école, du lycée. Il commence à travailler dans une mission géologique quelque part à Saint-Pétersbourg. Ils sont nés tous les deux à Saint-Pétersbourg. Ils s'appellent tous les deux Vladimir. Parce que Kirill, c'est son nom de moine, c'est son nom religieux. Parce qu'en réalité, il s'appelle Vladimir Goundiaev. Entre les deux, et donc, voilà. Et donc, j'en ai fait un chapitre, les deux Vladimir. Et donc là, je montre la progression de la carrière des deux en même temps. Et en fait, Poutine est en retard énormément parce que, par exemple, Cyril, il entre au séminaire. En fait, il fait une rencontre qui sera sa plus grande rencontre de sa vie. C'est le métropolite Nicodime de Saint-Pétersbourg, de Leningrad, qui le reconnaît, qui le prend sous son aile quand il est au séminaire. Et après, donc Cyril va le suivre.
Et Nicodème, c'est quelqu'un qui a dirigé le département des relations internationales du patriarcat. Le département des relations internationales du patriarcat, c'est un service secret, c'est un service d'espionnage, clairement, je vous dis. Et donc, C'est tout... ça, parce qu'il y a une imbrication. Alors, faut avoir une petite explication. C'est bien expliqué dans le livre, on le sent bien. Il y a une imbrication entre l'Église orthodoxe et les services de renseignement. Et tout ça, ça se mélange. Vous avez des gens qui ont des responsabilités dans l'un, dans l'autre, voire dans les deux. C'est ça. Il faut comprendre que l'Église a été d'abord persécutée après la Révolution d'octobre. Donc il y avait le patriarche Sergueï qui est mort très rapidement. Et après, le pouvoir bolchevique n'a pas permis à l'Église de progresser dans cette voie. Donc il y a eu une rupture de patriarcat. Et Staline l'a restaurée en 1943 pendant la guerre, puisqu'elle avait besoin, en fait, de croyants. Parce qu'il a compris que les gens ne pouvaient gagner, la Russie, enfin l'Union soviétique ne pouvait pas gagner cette guerre si ils ne faisaient pas cette guerre une guerre patriotique. Et la guerre patriotique, pour le communisme, on ne peut pas le faire. Donc il a réinstauré en 1943 le patriarcat, mais en même temps, la religion, c'est un ennemi idéologique du communisme. Et donc du coup, c'est le pouvoir communiste qui les restaure, mais en même temps, il les a sous contrôle. Donc, ils sont infiltrés par le KGB. Quasiment tous les peuples sont recrutés par le KGB. Si vous voulez faire carrière, vous êtes obligé de faire un agent du KGB. Quand on dit agent, c'est quelqu'un qui est recruté. C'est pas dans le sens occidental du terme. Et donc, Kirill, après sa sortie du séminaire de l'académie, à 24 ans, il devient moine. Et quand on devient moine, on va diriger l'Église. L'Église russe est dirigée par les prêtres noirs, qui sont les moines, qui font vœu de célibat, comme dans l'Église catholique. Et donc, du coup, c'est uniquement les moines qui peuvent devenir évêques, archevêques, métropolites, qui est l'équivalent de cardinal, et patriarche. Et donc, Cyril, à 24 ans, déjà quand il est moine, il obtient le niveau le plus haut, ça veut dire, en fait, Nicodème, le métropolite Nicodème, le proclame archimandrite. Et archimandrite à 24 ans, c'est, je ne sais pas, si vous souteniez une thèse de prix Nobel à 24 ans, quoi. Enfin, c'est quelque chose. Enfin, ça vous ouvre à 24 ans, vous pouvez devenir évêque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même une progression énorme. C'est la preuve que d'un côté, il est brillant, il est machiavélique, il adore le pouvoir, il a tout compris comment ça fonctionnait. Et non seulement, donc, il devient, il occupe maintenant le niveau le plus haut dans la hiérarchie des moines, et donc l'ouverture vers l'épiscopat après, mais on l'envoie à Genève. On l'envoie à Genève pendant 2 ans, représenter l'Église orthodoxe russe dans le Conseil œcuménique mondial. Et donc là, le nid d'espions à Genève. Et donc, en fait, il est bien évidemment agent du KGB. Il fait bien évidemment de l'espionnage là-bas. Parce que, en fait, son rôle, sa mission, c'est de recruter tous les gens qui peuvent faciliter un peu le travail idéologique du communisme, de servir de pont entre l'Occident et l'Union soviétique. Il y a le rideau de fer, il y a la guerre froide à cette époque-là. Donc, du coup, et en même temps, il a envoyé dans le pays quasiment le plus riche d'Europe, où l'argent coule à flot, où les montres... Oui, c'est ça. Il aime l'argent. Hein. Il adore. Il adore l'argent. Je ne sais pas si en russe on dit Cyril ou Kirill. On dit Kirill. Kirill, ouais. Kirill, mais on peut le dire Cyril aussi. Et c'est un prêtre qui... Alors, il adore l'argent. Il est prêt à tout pour s'enrichir. Comme Poutine, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Et là, c'est pour ça, d'ailleurs, je dis, ce sont les frères jumeaux. Parce que, en fait, la différence, c'est l'un est brillant, l'autre est médiocre, mais il adore de la même manière l'argent, le pouvoir et les services secrets. Et donc, en fait, ils sont vraiment jumeaux, et c'est là-dessus qu'ils se font la concurrence, en quelque sorte. Et Cyril, quand il est à Genève, donc il va s'acheter des montres de luxe, parce qu'il est quand même très très bien payé. On lui a donné quand même beaucoup d'argent pour pouvoir vivre, mais aussi pour faire son métier d'agent, parce qu'il faut qu'il invite
les gens, il faut qu'il s'entoure des personnages qui sont haut placés. Alors, il y a aussi une chose sur laquelle je n'ai pas très bien appuyé, mais tous les deux aiment le ski alpin. Et donc Cyril, mais sauf que Poutine l'a appris dans le Caucase et en fait dans les conditions assez médiocres. Et Kirill, là, il skie dans les plus grandes stations françaises, Saint-Moritz, à Saint-Moritz, etc. Effectivement. Voilà. Et donc, Grand Montana, etc. Et on raconte d'ailleurs une petite anecdote. À un moment donné, donc il aime l'argent. Il a sur lui toujours une somme assez conséquente d'argent. Et vous savez, la Suisse, c'est peut-être le seul pays en Europe où vous avez la note de 1000 francs suisses. 1000 euros. Ouais, le billet. Le billet. Ouais. Et qui est utilisé. Ça veut dire que c'est pas quelque chose... Enfin, en France, vous sortez le billet de 200 euros, on va vous regarder déjà d'une manière assez bizarre. En Suisse, vous sortez... Moi, j'ai vécu en Suisse, j'ai travaillé en Suisse. Vous sortez le billet de 1000 francs, personne va vous regarder, personne va être étonné, personne va dire qu'est-ce que c'est que ce billet, on l'a jamais vu. Non, c'est une coupure courante. Et donc, notre ami Kirill, il est en train de skier, je ne sais pas, à Grand Montana ou à Gstaad. Et à un moment donné, en fait, sa combinaison s'ouvre et il y a les billets de 1000 francs qui volent sur la neige. Et comme les Suisses, ils sont très respectueux en fait de l'intimité. Ils lui ramassent, ils lui ramènent. En fait, il y a plein de Suisses qui s'arrêtent et qui commencent à ramasser les billets, lui rapporter les billets. Voilà, il y a les anecdotes comme ça. Donc, il revient de Genève ensuite, et puis alors, c'est quand même une ascension fulgurante. Fulgurante. Ouais. Mais quand vous disiez qu'il est un peu comme Poutine, il est prêt à tout. Absolument. Il est prêt à tout pour conquérir le pouvoir. Absolument. Et donc, en fait, mais il a tiré tout de suite le bon billet. Donc, il a tiré le billet de la loterie parce que Poutine rate sa carrière d'espion. Donc, après, il végète. Et la première partie de la vie de Poutine jusqu'à 45 ans, c'est, je ne pourrais pas dire un échec, puisqu'elle a quand même réussi au KGB. Il est arrivé quand même au poste de lieutenant-colonel. Il est allé quand même en RDA. Mais ça n'a rien à voir avec ce que vit Kirill. Parce que Kirill, tout de suite, c'est la Suisse, 2 ans en Suisse, le fric. On dit qu'il s'achète un chalet là-bas quand même, tout de suite, quand il est de retour, avec l'argent soit du patriarcat, soit du KGB, ou les deux peut-être. Et après, assez rapidement, il devient évêque, puis archevêque. Donc du coup, il a fait carrière. Et puis, il se rattrape, Poutine le dévance au début des années 90, parce que Poutine devient donc l'adjoint au maire auprès de Sobchak. Et Kirill, à cette époque-là, il dirige le fameux département de relations internationales du patriarcat. Donc, il commence peut-être même à se fréquenter. Et en tout cas, en 2009, quand Kirill devient patriarche, Poutine, ça fait déjà 2 mandats qu'il a servi comme président. Et les pires amis, pourquoi les pires amis ? En fait, comme vous avez dit, moi j'ai hésité, enfin mon titre que j'ai proposé, c'était le sceptre et le goupillon. Mais ça semblait plus pour un essai documentaire, en fait. C'était pas forcément un bon titre pour un roman. Et après, on a hésité entre les meilleurs ennemis ou les pires amis. Oui, mais c'est exactement ça, les pires amis, parce que de loin, on a l'impression qu'ils sont... L'un et l'autre s'utilisent et sont proches et donc sont amis. Je ne sais pas si ça existe, les amis en Russie. Quand on vous lit, je ne sais pas si on a vraiment des amis. Mais peu importe. La notion d'amis, je ne sais même pas. Parce que c'est quand même très dérangeant sur ce pays, sur la Russie, l'image qu'on en a, des relations humaines dans ces hautes sphères, etc. Et d'ailleurs, vous dites des choses qui m'ont beaucoup étonné sur la Russie. Alors, on peut dire, bon, il fait du Russian bashing, mais on découvre une Russie qui finalement, une Russie qui a toujours été très opportuniste. Par exemple, je prends un exemple, j'ai découvert que la forteresse du Kremlin,
qui est le bâtiment emblématique. C'est Mm. quand on va sur la place Rouge à Moscou, on est impressionné. Mm. En fait, ça a été construit par des Italiens. Absolument. Et ça ressemble beaucoup, et ça, j'ai été regarder sur Internet, au Ouais. château des Sforza, Ouais. qui se trouve à Milan, je Ouais, crois. c'est ça. Et effectivement, c'est la copie conforme. C'est-à-dire que ça a toujours été. Alors, on a l'impression, je ne sais pas si. Ça a toujours été une espèce d'opportuniste, un peuple qui a su attirer un certain nombre de gens, mais qui faisait peut-être pas les choses lui-même. C'est absolument ça. C'est même pire que ça. Ça veut dire que vous prenez par exemple l'orthodoxie a été rapportée par les Grecs Ouais. à Kiev. C'était pas en Russie, à Kiev, en Ukraine, là où il y a actuellement la guerre. Et c'est pour ça que les Russes détestent les Ukrainiens, parce que Ouais. les Ukrainiens, en fait, étaient 5 siècles avant eux, déjà baptisés chrétiens, étaient déjà Mais ça avec... explique la hargne avec laquelle voilà, ils veulent c'est ça. récupérer C'est ça, Kiev. c'est ça. Ouais. Parce que en fait, l'orthodoxie slave russe est née à Kiev en l'an au Xe siècle. Et les Russes n'ont eu le premier patriarche qu'en 1589. Ça veut dire 6 siècles plus tard. Et c'est ça. Et en fait, ils sont arrivés au point où eux nommaient après les métropolites à Kiev. Ça veut dire qu'en fait, ils ont voulu imposer ce... Mais la même chose pour l'orthodoxie. En fait, ils se sont appropriés l'orthodoxie et maintenant, ils se présentent comme les plus grands sauveurs de l'orthodoxie. Ça veut dire pour eux, en fait, la seule orthodoxie, c'est en Russie. Tous les autres, c'est n'importe quoi. Ça mérite même pas d'être... Et ça les vexe que l'Église orthodoxe n'est vénérée que sur le 5e rang parmi l'Église orthodoxe. Parce qu'il y a bien évidemment le patriarcat de Constantinople, d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem, qui sont avant le patriarcat de Moscou. Et après... En fait, il y a aussi quelque chose qu'on a vécu au Kremlin. Pourquoi je vous ai présenté le Kremlin? Pourquoi ça vous a, ça a attiré votre regard? Parce que le Kremlin, c'est l'endroit du pouvoir en Russie. L'endroit du pouvoir qui est né dans le 15e, 16e siècle. D'abord en bois, hein, donc ça a brûlé 1000 fois. Hein, il reste quasiment rien de Kremlin normal. En fait, les seules choses qui n'ont pas brûlé, ce sont les murs qui ont été construits par les Italiens et les églises qui ont été construites par les Grecs. Ouais. Et donc voilà. Et après, le truc, c'est que le pouvoir religieux et le pouvoir civil, donc le tsar et le patriarche, habitaient au même endroit. Ils étaient au même C'est ça, endroit, c'était dans la le même lieu, enseigne. voilà, ouais. C'est le lieu de pouvoir. Et donc, il y a le palais du patriarche et le palais du tsar. Et donc, l'église patriarcale, c'est la principale église de Russie et de Moscou. Et bien évidemment, c'est le patriarche qui proclame le tsar, enfin, qui sacre le tsar dans cette église. Et bien évidemment, il y a une lutte aussi historique entre le Oui, tsar... c'est ça, c'est pas une et histoire récente. Non, non, C'est- en c'est- fait, c'est un truc séculaire. Ça Ouais. veut dire que les patriarches et les tsars ont mené depuis on ne peut pas dire millénaires, parce que l'Église orthodoxe a fêté juste millénaire, mais avec les Ukrainiens. Hein. Donc, en fait, l'Église moscovite n'a que 4 siècles et demi, ou 5 siècles. Mais c'était la lutte permanente. Et il y a eu 2 histoires à l'opposé. Que je nomme. Ouais. Donc, Philarète, qui est le père du premier tsar, qui est dans la dynastie des Romanov. Et là, c'est la grande histoire, parce qu'en fait, ils ont régné quasiment tous les deux. Oui, il y a le père et le fils qui Il y a règnent le sur père la et le fils Russie. qui règnent en même temps. Ouais. En même temps. Donc, le fils est roi et tsar, et le père est patriarche. Et donc, en fait, le patriarche signe « nous, patriarche et souverain ». Ouais. Et donc ça, c'est la belle histoire. Et à l'opposé, vous avez un peu plus tard le tsar Alexis, qui d'abord aime le patriarche Nikon qui est à côté de lui, et puis après, en fait, ça se défait, il le fait emprisonner, et finalement, après, il le fait en jugement. Et donc, en fait, il y a cette lutte, et je dirais que Kirill, actuellement, le siège de patriarcat de Moscou, il est en dehors de Kremlin. Il est au monastère Danilovski à Moscou. Et à mon avis, il aimerait bien revenir au Kremlin. Il aimerait bien vraiment revenir habiter à côté du tsar et régner à côté du tsar. Et en fait, ce qu'il veut, pourquoi je dis les pires amis? Parce que d'un côté,
effectivement, il a béni les troupes russes. Il a béni la guerre contre les frères ethniques, les Slaves, et contre les frères de religion. D'ailleurs, Poutine, je dis, et ça aussi, c'est quelqu'un qui mène les guerres uniquement à ses parents et qui est ami avec ses ennemis. Ouais. Parce qu'il est ami avec tous les musulmans, voire On va revenir là-dessus. Ouais. N'allons pas trop vite parce que c'est quand même un des points centraux de ce livre. Hein. Je rappelle Les pires amis, Sergueï Girnov. J'ai pas dit que que ça avait été publié. Istia et compagnie. Istia et compagnie. Donc de ce roman, on va revenir là-dessus parce que c'est quand même très 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 frappant. Moi, il y a 2 ou 3 points sur lesquels je voudrais vous interroger, sur lequel j'ai été extrêmement surpris. Et on pénètre dans un monde qu'on n'imagine pas, et pourtant où tout est vrai. Et notamment, vous dépeignez donc cette Russie orthodoxe, classique, voilà, avec une église orthodoxe. À la limite, l'antagonisme entre le roi, le roi, le prince, le souverain, et puis il y a eu ça en Occident avec le pape, avec tout ça. Donc c'est spécifique à la Russie, c'est assez classique, mais c'est spécifique parce que ça se passe dans un seul pays. Mais il y a tout un univers d'une richesse incroyable dans la spiritualité, appelons ça comme ça, au sens avec des guillemets, puisque vous avez une présence très importante aussi de cérémonies chamaniques. Alors, il y a les musulmans, on va les voir après, mais la Russie, c'est l'orthodoxie, mais on a l'impression qu'il y a un socle antagoniste aussi de vieilles pratiques chamanistes, jusqu'à vous ferez pratiquer l'entourage très proche de Poutine. Exactement. Alors ça, c'est très étonnant. Alors, est-ce que vous avez des sources là-dessus? Oui, j'ai des sources, bien évidemment. Oui, tout à fait. Shoigu, alors Shoigu, il est sibérien, je crois. Il est sibérien. En fait, c'est Shoigu, c'est son papa. Il est de la République de Touva, ou comme eux, ils disent de Tiva. Et donc, en fait, il est sibérien, mais d'une race mongoloïde, en fait, asiatique. Il est pas russe ethnique. Ouais. Sa mère est ukrainienne, mais son papa est Touva. Shoigu, rappelons que c'était le bras droit. C'était le ministre de la Défense. Actuellement, il est secrétaire du Conseil de très sécurité. Proche de Poutine. C'est quelqu'un qui est très, très proche de Poutine. Et en fait, Poutine, en réalité, pourquoi la lutte aussi, les pires amis? Parce que Patriarche, bien évidemment, il veut imposer la religion orthodoxe comme la religion d'État en Russie. La Constitution l'interdit. La Constitution dit que l'État russe est un État laïque, où l'Église est séparée de l'État. Mais ça, c'est sur le papier. En réalité, vous le voyez toujours au premier rang parmi les dignitaires, et donc il est numéro 5 du régime, en fait, ou 6 du régime. On le voit toujours à part, et tandis que les musulmans ou les autres religions sont représentés beaucoup plus loin. Et donc, Patriarche voudrait imposer ça, mais en réalité, en fait, c'est un peuple où il y a un mélange extraordinaire, parce que c'est un peuple païen, où vous pouvez être orthodoxe, mais en même temps, vous pouvez pratiquer le chamanisme, et en même temps, ils ont passé quand même 70 ans dans le communisme, et donc ils étaient dans les réunions de parti, c'était interdit, mais en même temps, ils étaient les secrétaires de parti qui sont redevenus chamans, etc., etc. En réalité, Poutine est superstitieux. Il n'est pas croyant. Il craint la malchance. La chance et malchance. En fait, pour lui, c'est pas l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de chance et malchance, et donc soutenu ou pas soutenu. Et donc, il a dit, dans ma première partie de la vie, j'ai eu malchanceux, et dans la deuxième, super chanceux. Et donc, comme j'étais super chanceux, je crains perdre ma chance. Ce qui est arrivé à peu près vers la prise de la Crimée, donc en 2014. À partir de 2014, il y a quand même l'économie qui commence à baisser, il y a des problèmes qui viennent, etc. Et donc là, il y a eu un virement, parce que jusqu'à 2014, il avait plutôt un prêtre qui s'appelle d'ailleurs Tikhon, qui aussi un personnage haut en couleur, métropolite Tikhon. Mais bon, on n'a pas le temps de... on va laisser les lecteurs découvrir. Oui, tous ces personnages, ils sont tous incroyables. Ouais. Et donc, en fait, il comprend que l'Église orthodoxe ne lui garantit pas, en quelque sorte, la protection contre la malchance.
Et donc, il commence à chercher et il tombe quasiment dans le satanisme, dans les rites absolument chamaniques, avec avec du sang, c'est très violent en fait ce qu'il pratique. Vous savez, vous m'avez demandé s'il y a les preuves de tout ça. Bah, la preuve, c'est que il y a 3 semaines, il y a eu la publication en Italie de l'ancien conseiller de Berlusconi qui raconte la chasse que Berlusconi a eue avec Poutine. Et donc, enfin, il chassait les biches. Et Poutine a proposé à Berlusconi de tuer une biche. Berlusconi n'a pas voulu. Donc, Poutine a tué les 2 biches qui étaient consacrées, enfin, qui étaient préparées pour cette chasse. Et puis après dans cet article a été publié, c'est officiel, vous pouvez le retrouver, il n'y a aucun problème, hein. Donc, ce conseiller dit que Poutine a pris un grand couteau de chasse, qui a ouvert cette biche, qui a sorti le cœur et qui a proposé à Berlusconi de le manger. Et Berlusconi a vomi, n'a pas supporté tout ça. Donc vous voyez, donc il y a la preuve côté occidental qu'il y avait des trucs comme ça qui se C'était passaient. pour choquer Berlusconi ou Bah, c'était- on n'en sait rien. Non, je crois que c'est en fait Poutine a un amour pour ça. Ça veut dire il a un amour quand même. Il peut être assez violent parce qu'en fait comme il est caché. Donc, il cache beaucoup son jeu et on se demande s'il n'est pas un peu fou ou même beaucoup fou. Mhm. Et donc, avec Shoigu, ils ont pratiqué les rites chamaniques qui lui donnaient peut-être l'impression que ça préservait sa chance. Et puis après, j'ai une source qui le raconte. Après, je ne peux pas garantir que c'est vrai. En fait, il y a les gens qui m'ont dit ça, qu'il y avait 4 chamans qui ont fait une cérémonie chamanique juste avant le commencement de la Grande Guerre contre l'Ukraine, donc en février 2022, qu'ils ont tué une louve noire, et donc il y a toute une cérémonie que je raconte dans cette cérémonie, et les chamans ont dit le grand prince Vladimir va gagner. Ouais. Alors, on est en plein paganisme. C'est le paganisme. Seulement le truc. À la romaine, quoi. Ouais. Seulement le truc, c'est que vous savez. On lit dans les entrailles. Vous savez, Vladimir Zelensky s'appelle aussi Vladimir. Ouais. Et il est à Kiev. Et donc, prince Vladimir, ça peut être Vladimir de Kiev. Ah oui, d'accord. Zelensky. Donc ça peut être Zelensky. Et donc, qui en gagne. fait, ce qu'on m'a dit, c'est que les 4 chamans étaient décapités après ça. Ah, d'accord. Quand l'opération en 3 jours, Kiev en 3 jours n'a pas marché, et quand Poutine était furieux parce qu'en fait, on lui a dit non, on peut pas, et ça fait 2 ans et demi qu'il ne peut rien faire contre l'Ukraine. Et donc, selon ces sources-là, les 4 chamans étaient décapités. Ouais. Alors, vous dites qu'ils ont été décapités. Alors, c'est un monde dans lequel on torture et on tue avec une facilité incroyable. Alors, que l'on soit au KGB, dans les structures d'État, j'allais dire, bon, ça, normal, enfin, c'est pas normal, mais on dit que normal peut-être. Ouais, on a l'habitude. Mais même lorsqu'on est même lorsqu'on appartient à l'Église orthodoxe, c'est-à-dire qu'on recule vous savez, pas devant l'élimination des ennemis. C'est une culture en fait tribale. C'est une culture quasi tribale. C'est pour ça d'ailleurs les Russes s'entendent très très bien avec les Africains en Centrafrique. Parce que les Wagner, vous savez, ils pratiquent aussi des choses abominables sur les terrains de guerre. Et dans toutes les guerres en Afrique, vous pouvez voir que c'est très violent, en fait, les choses. Et cette violence, dans toutes les cultures tribales, ou par exemple, dans l'Asie centrale, au Moyen-Orient, chez les talibans, en fait, tuer une personne, c'est pas forcément quelque chose qui émeut beaucoup de gens, hein. En fait, c'est quelque chose de quasiment naturel. Et en fait, c'est justement ça. La Russie, c'est un pays très traditionnel dans le sens sous-développé en quelque sorte. En fait, la civilisation, c'est juste de la petite peinture qui a été mise les derniers temps ou par les tsars un peu éduqués comme Catherine II, Pierre le Grand, etc. Mais le reste, c'est très violent. En fait, sous cette petite peinture légèrement occidentalisée, vous avez quand même la Russie violente, la Russie sibérienne, la Russie profonde qui est très, très cruelle.
Alors, dans cet ordre d'idée, vous allez très loin quand même, Sergueï. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais vous allez me dire. Parce que prenons ces gens de l'Église, et donc ce Kirill qui arrive jusqu'au patriarcat, c'est-à-dire au stade suprême du pouvoir orthodoxe, c'est quelqu'un qui, visiblement, qui fait du trafic de cigarettes. Il y a, il y a des histoires de réseaux pédophiles. Il y a des choses qui sont extraordinaires. Enfin, vous balancez quand même pas mal sur l'Église Bah orthodoxe. oui, Alors que mais vous balancez sur Poutine, on a l'habitude. Alors, mais sur l'Église orthodoxe, vous y allez. bah Enfin, il faut lire le bouquin, hein. C'est J'espère incroyable. que ça va choquer un peu les gens parce qu'en fait, on ignore beaucoup de choses. Bah, Kirill, vous savez, quand il était Déjà, vous avez des dans, ennemis du dans- côté des KGB, là. Vous allez avoir des. bah, vous savez, c'est le même côté, hein, Ouais, c'est le de même toute côté. façon. Ah, pas tout à fait, on va voir. Je, Ouais. je suis pas sûr que ça va rajouter des ennemis. À mon avis, c'est les mêmes qui D'accord. se Mais confondent. enfin, c'est quand Mais même. en fait, l'Église, à la sortie du RSS, déjà au début des années 90, a obtenu la détectation de beaucoup de choses d'import-export. Et donc, ils ont profité pour importer les choses qui, normalement, sont même interdites par l'Église, c'est-à-dire l'alcool, le tabac, etc., la pornographie. Et ils se faisaient tout simplement des milliards là-dessus. Et métropolite Kirill, qui était à l'époque métropolite, et donc chef du département international, on l'appelait métropolite de tabac. Parce qu'en fait, il est Attends, donc tout le monde le sait. c'est un oligarque. Ouais. C'est un oligarque, tout le monde le sait. Il y a des documents, vous pouvez le retrouver. Il y a des documents qui le trouvent. Ça veut dire vous avez, à une certaine époque, encore sous Yeltsin, il y avait encore le journalisme d'investigation. Donc il y a plein de gens qui ont fait les investigations. Et donc ils peuvent peuvent vous donner les noms, les endroits, les sommes, etc., etc. Oui, oui. Mais les gens le savent. Par exemple, si on apprenait que, je sais pas, le pape François fait du trafic de tabac ou de cocaïne pour remplir les caisses du Vatican, Vous ou savez, plutôt les siennes. la Banque de Vatican, Oui, peut-être. Bon, il y a eu Vatican et la mafia, ouais. il y a eu des Ouais, choses c'est vrai qu'il y a eu des choses. qui ont Mais, choqué beaucoup de gens, hein. mais c'est moins, Avec les morts aussi, beaucoup de morts, hein. c'est peut-être moins connu, effectivement. Alors, on va revenir à Kirill et à Poutine. Donc, ils arrivent. En fait, Kirill arrive au sommet du pouvoir ecclésiastique avant que Poutine arrive au sommet du pouvoir, je dirais, du pouvoir étatique. Non, Ah bon? non, Kirill devient cardinal Ouais, avant Poutine. d'accord. Quand Kirill devient cardinal, Mais, mais métropolite, ouais, Poutine n'a rien. d'accord. Mais à partir de là, Poutine le dévance, et donc Poutine devient président en 2000. Ouais, Et Kirill n'est devenu patriarche qu'en 2009. d'accord. C'est-à-dire, Très bien. Poutine a servi déjà 2 mandats de 4 ans comme président. Mhm. Voilà. Donc, Et sur, alors, la, est-ce que sur c'est la Poutine? dernière partie de sa vie, Poutine l'a dévancé. D'accord, il l'a devancé, mais est-ce que c'est lui qui le tire au patriarcat? Non, Non. non, Donc non. c'est vraiment deux évolutions qui sont complètement séparées. Ce sont 2 évolutions différentes. Et d'ailleurs, il y a même ce que j'ai découvert même, parce que j'ai fait quand même des recherches pour écrire un certain nombre de personnages. Et par exemple, le métropolite Tikhon, en fait, on disait au début de règne de Poutine que c'était son prêtre personnel. En fait. Et donc, prêtre personnel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît ses secrets, parce que vous devez quand même lui raconter tous vos péchés tous les dimanches, etc. Je doute que Poutine lui raconte ses péchés. Oui, Mais le truc aussi, c'est que en réalité, Tikhon a été sacré donc archimandrite chez les moines assez rapidement. Et puis après, il a mis 17 ans à devenir évêque. 17 ans. Et ça, il y avait quelque chose. Moi, j'ai découvert, en fait, parce que j'étais persuadé qu'il est devenu très rapidement évêque. Et en fait, non. 17 ans. Ça veut dire que le patriarche précédent, Alexis II, a fait déjà une certaine opposition face à Poutine, et n'a pas voulu, en fait, monter en grade son prêtre intime. Et Cyril, quand il est devenu patriarche, il a mis encore 8 ans avant de consacrer évêque ce Tikhon. d'accord. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a quand même des choses sous la table Ouais. qui circulent. Et on a l'impression qu'ils sont tous ensemble, qu'ils sont tous dans le même panier, qui se soutiennent. En réalité, ils se détestent tous, il y a une guerre. Et Cyril, en réalité, vous savez,
là aussi, c'est là où il y a sa grandeur, en quelque sorte aussi, parce qu'il a beaucoup de talent comme organisateur. Par exemple, il a nommé le plus d'évêques que n'importe quel patriarche avant lui. Ça veut dire qu'il a créé, avant, dans chaque oblast, dans chaque région de Russie, il y en avait 86 dans la Fédération de Russie, il y avait juste un évêque ou un métropolite, enfin. Et donc, en fait, lui, il a créé une structure dans laquelle, dans chaque oblast, il y avait un métropolite, ça veut dire un cardinal, plus 3 évêques, et tout ça démultiplié sur toutes les régions. Et rien que dans la ville de Moscou, il a créé 40 évêques, ce qui n'a jamais existé avant lui. Et donc, il a construit en quelque sorte, en fait, sa propre hiérarchie qui est parallèle avec celle de l'État et celle du Il faut KGB. beaucoup d'argent pour ça. Voilà. Ouais. Mais l'argent, ce sont les contribuables qui lui donnent, parce que, enfin, les gens qui vont à l'église. Hein, Les fidèles. Les fidèles. Mais il y a aussi l'État qui lui donne. Ouais. Parce que l'église possède les autorisations de vendre sans taxe, de faire de l'export-import, et donc ils vendent du pétrole, du gaz, des diamants, des armes, de la cocaïne, tout ce que vous voulez. Ils font des trafics, et donc ils sont hyper riches. Voilà. Et peut-être un mythe, pour casser le mythe, on dit que tout ça, la Russie est un pays qui est croyant, où il y a tout le monde qui va à l'église. C'est complètement faux. Il y a 3% ou maximum 5% de pratiquants fervents. Tout le reste, c'est les gens qui vont peut-être une fois par an ou même pas à l'église. Ça veut dire que, en fait, toute cette hiérarchie, c'est aussi une administration. C'est une administration parallèle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils se détestent. En fait, ils font la même chose, mais ils se détestent parce que Kirill voudrait que son administration devienne vraiment l'administration idéologique de l'État russe. Et Poutine ne veut pas. Et pour faire pression sur Kirill, il utilise les musulmans. Oui, c'est ça. Alors, là, on comprend. Ils ont peut-être été proches à un moment donné, même s'ils ne se sont pas aimés, mais on comprend pourquoi ils deviennent les pires ennemis, et des ennemis mortels. C'est-à-dire qu'à une certaine époque, Poutine se présente comme un peu le défenseur du monde chrétien, contre les islamistes, etc. Et puis à un moment donné, il y a un retournement. C'est-à-dire que Poutine, alors, est-ce qu'il fait, bon, qui est un opportuniste, est-ce qu'il fait un pacte avec le diable? Enfin, voilà, bah, c'est-à-dire qu'il se met à, enfin, ça fait quelques années qu'il soutient les islamistes, le Hamas, Bachar Bah, el-Assad, si vous la Corée. vous regardez actuellement tous ses amis, c'est quoi? Kadyrov, Ouais. qui fait tout ce qu'il Kadyrov, tout donc ce le qu'il président veut, de le la- président de Tchétchénie, de Tchétchénie, dans lequel qui est un il a, sacré il zozo a, aussi. il a, il a, Ouais, bah, enfin, Zozo. ça, on raconter, on va pas raconter Kadyrov, mais Ouais. c'est C'est- au-delà de ce que, enfin, l'imagine, enfin, peu importe. Kadyrov, ouais. Donc, Kadyrov, les qui est talibans. quelqu'un. Il y a les talibans, il y a les Houssites, il y a le Hamas, il y a l'Iran, les mollahs Le de Hezbollah l'Iran, aussi, le Hezbollah aussi. Il y a Bachar el-Assad en Syrie. Il y a aussi toutes les. Il lâche les Arméniens pour soutenir les Ouzbeks. C'est ça. Non, pas les Azéris. Les Azéris, oui, pardon. c'est ça. Et donc, en fait, on se pose la question. Et donc, là-dessus, bien évidemment, je fais presque une déclaration comme quoi, en réalité, ce qu'on va vivre, ce qu'on vit déjà actuellement, c'est une guerre de religion. Seulement, elle n'est pas visible, elle n'est pas encore voyante, mais elle est réelle. Donc, il y a deux mondes parallèles et la Russie peut, en fait, basculer dans une guerre interreligieuse. Et là, je décris le mécanisme, comment ça Mais pourrait se passer. vous allez très loin parce que nous, on a l'impression qu'effectivement, Poutine est un opportuniste qui utilise, je veux dire, les forces islamiques internationales pour arriver à ses fins, etc. Et lorsqu'on vous lit, on a l'impression que c'est le contraire, c'est-à-dire que finalement, que d'une certaine façon, c'est l'islamisme et peut-être la Corée aussi. Enfin, c'est ces forces-là, je sais pas, appelons-les les forces du mal, j'en sais rien Ouais. comment on peut les appeler, qui se sont emparés de Poutine et qui en ont fait leur instrument. C'est ça. C'est quand c'est- même fascinant. J'ai constaté ça. Après, c'est un roman.
Oui, c'est un roman. Oui. C'est un raconte, roman. on n'ira pas plus loin dans ce qu'on Voilà, raconte. ça veut dire que quand même, j'ai grossi le trait. Bien sûr. Ça veut dire que si c'était un essai, j'aurais peut-être pas fait, je serais peut-être pas allé aussi loin dans cette logique. Mais émotionnellement, je le ressens comme ça. Ouais. Et donc, du coup, d'où d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai choisi un roman et non pas un essai. Ouais. Mais c'est vrai, et ça nous donne un éclairage quand même sur ce retournement de Poutine vis-à-vis des islamistes et vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Parce que ça a beau être un roman, ça nous donne des éclairages quand même pour comprendre ce qui se passe actuellement. En tout cas, J'espère. Sergueï Girnov, on va pas aller plus loin parce qu'on va laisser nos auditeurs, spectateurs lire ce livre. Alors, c'est vraiment le livre qu'il faut lire cet été, Les pires amis. Sergueï Girnov, voilà, Les pires amis, pour comprendre à la fois pour une plongée fascinante et déroutante dans ce monde de la Russie qui nous réserve des surprises à chaque page. Et juste 2 mots. Oui. C'est un roman, ça veut dire que vous pouvez vous amuser aussi. Hein. Ça veut dire Oui, que bien sûr. c'est un livre que vous pouvez lire dans Non, le mais c'est un train ou roman dans sur lequel il y une a plage. une tension, parce que comme c'est un roman où tous les personnages sont vrais, voilà, ça donne quand même quelque chose. Enfin bon, voilà, c'est une lecture tout à fait étonnante. Donc voilà, merci Marc. Sergueï Girnov d'être venu à Pile-Poule. C'était Pile-Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.